y al derecho a la educación de todos y de todas nuestros chicos, chicas, adolescentes, jóvenes, adultos, ponerlo en los desafíos contemporáneos. Si los desafíos contemporáneos ya eran una preocupación, sin lugar a dudas adquirieron un volumen mayor en el contexto de la pandemia. Así que ambos proyectos acerca de la formación y de autoras y autores agarran desde distintos lugares este punto. ¿Qué otra cuestión tienen en común ambos proyectos? La idea de producir conversaciones pedagógicas entre los que hablan, las que hablan en los encuentros, conversaciones pedagógicas en los institutos entre profesoras, profesores con sus estudiantes, entre institutos y campo académico, y podríamos seguir listando nuestras conversaciones que se dispararon y esperamos sigan disparándose a partir de estos y tantos otros encuentros. Como ustedes saben, en el caso de acerca de la formación, un primer cuatrimestre trabajamos con las direcciones de nivel y más centrados en las preocupaciones de la formación respecto del nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, y en la segunda etapa del año trabajamos algunos temas transversales que estamos convencidos atraviesan el conjunto de la formación docente, de modo más explícito o menos. ¿Qué es autoras y autores? Muchos y muchas de ustedes lo conocerán, otros menos, así que voy a contar un poquito y después le voy a dejar a una de las integrantes de ese equipo para que lo cuente más en detalle. Autoras y autores es un proyecto que nace en los inicios del aislamiento, del ASPO, en una conversación que tuve con Flavia Terilli de la Universidad Nacional de General Sarmiento acerca de cómo acercar otros medios para formar docentes que no sea el contexto del instituto al que estamos tan habituados, las coordenadas espacio-temporales. Y en esa conversación con Flavia me decía, ¿y si le proponemos a, a los colegas, a las colegas, que también se dirijan a nuestros estudiantes a partir de videos? Y esa idea que se enriqueció con consultar los programas y tratar de convocar a los autores y las autoras que formaban parte de las propuestas que los institutos hacían a sus estudiantes, que se completó, como va a contar Laura después, con diálogos, y como van a contar también nuestros colegas de los institutos hoy, fue una idea, cómo son esos proyectos que se arman, que se amasan colectivamente, ¿no? Que nacen de una conversación y que van tomando vida, formas, se enriquecen. Y la verdad, eso sí quiero decirlo, autoras y autores se nutrió de la generosidad inmensa de colegas a las y los que nosotros convocamos y que dijeron que sí, que cómo no, que con todo gusto se iban a dirigir a nuestras y a nuestros estudiantes para abordar un tema particular que recortábamos. Así, déjenme nombrarlos porque es una manera de reconocerles su generosidad. Daniel Feldman, Norma Filidor, Nalía Segal, Gabriel Brenner, Sandra Nicastro, Raquel Gurevich, Federico Lorenz, Pindo Siede, Walter Cohen, Graciela Frigerio, Patricia Sadowski, Adela Coria, Delia Lerner, Alejandro Álvarez Gallego, Tono Castorina, Pablo Pinó, Marina Pauloso, Perla Selmanovich, Sebastián Urquiza, Mirta Torres, Leonardo Troncoso, Patricia Redondo, Javier Trimboli, Sofía Tister, Sandra Carli, Miriam Sadwell, Andrea Lió,
Beatriz Greco, Graciela Morgade y Carlos Escliar son de los autores que tenemos en el proyecto y que forman parte ya del material que está disponible. Hoy vamos a, bueno, para todos ellos, nuestro más inmenso agradecimiento. Hoy incorporamos a 4 nuevos autores. Incorporamos a Claudia Breutmann. Como ustedes saben, Claudia se dedica a pensar las matemáticas escolares y entonces nos propone en su video reflexionar sobre la relación que establecen nuestras niñas y niños con las matemáticas escolares y, por otro lado, la cuestión de cómo trabajar didácticamente para considerando la diversidad de alumnas y alumnos con los que trabajamos. Entonces, Claudia Breutmann, Gustavo Bombini. Gustavo trabaja sobre la lectura, la escritura y la oralidad como una experiencia sociocultural y desde esa mirada piensa experiencias amplias, incluso multimediales, que se entrelazan entre sí, distintos lenguajes, para poder producir una experiencia enriquecida en términos escolares. Así que ese es el segundo. Y el tercero es un video de Gloria Edelstein, una querida colega de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja los sentidos de las prácticas en la formación de las y los docentes y que plantea que vivimos un tiempo que desafía a la formación profesional para trabajar en la continuidad pedagógica, para hacer efectivo el derecho a la educación de todas y de todos. Y en ese sentido, ella hace hincapié en el giro epistemológico y metodológico respecto de las culturas, de las propuestas clásicas de la formación docente y la necesidad de repensar las prácticas. Esos son 3 de los autores que se suman. El cuarto es Philippe Mérieux y lo escucharemos en un ratito después que Laura Obredor y nuestras colegas de 2 institutos de formación docente de la provincia, Silvina Campero, Verónica Marasca, Andrea González y Clara Yanacone, nos cuenten su experiencia en autoras y autores. Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Laura Obredor, soy editora del proyecto de Autoras y Autores. Formo parte del equipo junto con Maricruz Méndez Carlovich, Celeste Di Pascuo y Margarita Botalla. Ellas seguramente están en contacto con todos los institutos, así que seguramente las conozcan más por mail o por esas comunicaciones que se van realizando en el territorio. Bueno, un poco retomo lo que dijo Alejandra acerca del proyecto, ¿sí? Este proyecto surgió a partir del contexto de la ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio, con la idea de aproximar a estos autores y autores que son leídos en los primeros años de la formación docente, y que ese mensaje de alguna manera llegue a los estudiantes, ¿sí? De estos primeros años, que serían nuestros futuros docentes, ¿sí? De este modo, esta propuesta toma forma desde la Dirección de Formación Docente Inicial, con la idea de hacer lazos con la enseñanza, de acompañar el inicio de las trayectorias de quienes eligen la carrera docente y afirmando un currículum más integrado, ¿sí? Vinculado con la propuesta de organizar la enseñanza de los primeros años de todas las carreras en campos formativos, ¿sí? Por ese motivo, los mensajes que grabaron las autoras y los autores abordan temáticas que entraman problemáticas y que interpelan distintas disciplinas, ¿sí? No se corresponden a un solo espacio curricular, sino que promueven una mirada integral que recupera las diversidades como camino hacia la construcción de lo común, ¿sí? Fue así que la Subdirección de Desarrollo Curricular, junto a la Dirección Provincial de Tecnología Educativa, realizaron la edición de un conjunto de videos en torno a diversas temáticas,
que las autoras y los autores grabaron de manera comprometida y generosa desde sus casas. ¿Sí? Esto es un poco lo que contaba Alejandra, ¿no? Que de verdad se comprometieron a brindar un mensaje especialmente generado para nuestros y nuestras estudiantes de los institutos de formación superior. El producto final fue una colección de 30 videos, ¿sí? Acompañados por fichas pedagógicas. ¿Sí? Pero la idea no es que los vean como un recursero, es decir, una lista de recursos que pueden ser utilizados en cualquier momento cuando se precisen. Además de eso, se establece esto que Alejandra ya mencionaba, que es una conversación pedagógica con las y los estudiantes. ¿Sí? Si bien existen sugerencias dentro de las fichas de acompañamiento, la idea es que cada docente, cada profesor pueda elegir cuál es el recorrido, cuáles son esos videos para poder establecer las trayectorias formativas que le parezcan, ¿sí? Y retomamos, el por qué es una conversación pedagógica, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando hay un diálogo necesitamos también una respuesta de ese mensaje que fue enviado. Esto sucede de la siguiente manera, ¿sí? Esos audiovisuales, esas fichas, viajan por el territorio y son abordados en los diferentes institutos por docentes y estudiantes. Pero a su vez también se transforman en trabajos de diferente índole, ¿sí? Que dan respuesta, propuesta, interrogan o reflexionan acerca de los contenidos de los videos, ¿sí? Luego, esas producciones, ¿sí? Son acercadas otra vez al equipo de autoras y autores que recibe, ¿sí? Los recibe, los sistematiza y de algún modo se los vuelve a enviar a los autores y autoras para que exista la posibilidad de una respuesta, ¿sí? De una construcción colectiva en torno a un diálogo de conocimiento, ¿sí? De este modo, el año pasado se generaron, en la última instancia del año, en el último tramo del año, 5 encuentros que fueron, digamos, organizados a partir de los ejes temáticos, ¿sí? En los que podemos mencionar, participaron Carlos Escliar, Graciela Morgade, Beatriz Greco, Andrea Lió, Pablo Pinó, entre otros, ¿sí? Que se encontraron también en estos encuentros sincrónicos que se hicieron a final del año. Para este año, seguramente, en lo que falta del año, se van a proponer otros encuentros que tengan otros ejes temáticos, convocando también a los autores y autoras que puedan dar respuesta a los interrogantes que se presenten dentro de los institutos. Por lo tanto, nosotros como equipo consideramos que son más que videos, ¿sí? Se trata de una conversación pedagógica, son lazos de acercamiento y prácticas concretas de compromiso con los futuros docentes. Son diálogos que hacen relato, que puedan hacer experiencia. Así que bueno, las dejo en esta última parte, las dejo con 2 institutos que han presentado sus propuestas y que nos van a contar qué experiencia tuvieron acerca del proyecto y cómo lo desarrollaron, ¿sí? Primero va a estar el Instituto de Formación Superior número 16 de Saladillo y luego el Instituto de Formación Superior número 11 de Lanús, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Verónica Marasca. Formo parte del equipo directivo del Instituto 16 de Saladillo en el rol de directora del equipo de conducción. El instituto, tal como nos presentaron, se encuentra en Saladillo, en el centro de la provincia. Es un instituto que tiene una matrícula de 600 estudiantes aproximadamente y cuenta con profesorados vinculados con distintos niveles, inicial, primaria, secundaria y con las modalidades de educación especial y educación física. Tal como ustedes decían, la pregunta de cómo hacer lugar a los que llegan resignificó nuestro proyecto institucional en este tiempo de pandemia. Y en este sentido, las orientaciones de la Dirección de Educación Superior vinculadas con taller inicial, con la organización de la enseñanza por campos para primer año, con los proyectos de autoras y autores, también con el proyecto de fotos viajeras,
se pusieron en diálogo con nuestro trabajo institucional, que desde hace tiempo ya venía ensayando posibles formas de trabajo articulado entre disciplinas, que ya desde hacía tiempo venía intentando y poniendo en práctica un trabajo colaborativo entre profesores, profesoras, y un trabajo colectivo entre todos y todas quienes conformamos un equipo de trabajo ampliado. Y ampliado porque incluye a inspectores, a inspectoras de enseñanza, a equipos directivos y a maestras, maestros, orientadores de las distintas escuelas conformadoras de todos los niveles y modalidades. En ese diálogo, la experiencia de trabajo con el proyecto de autoras y autores se inició en el año 2020. Y ya en aquel momento el proyecto significó una oportunidad para fortalecer el trabajo colectivo al interior de los equipos docentes, y en la búsqueda de ensayar nuevas formas de enseñanza en la virtualidad, los videos y la propuesta fueron de alguna manera un recurso muy valioso que nos permitió comenzar a delinear un horizonte de trabajo desde un currículum más integrado. A partir de esa experiencia y de los ensayos que llevamos a cabo en el año 2020, en el ciclo lectivo 2021 y en el marco de nuestro proyecto institucional, y siempre sosteniendo la centralidad del campo de la práctica, el proyecto se enriqueció muchísimo en el encuentro con otras propuestas para el taller inicial y para la organización del trabajo por campos. El jueves pasado teníamos una de las reuniones con profesores para seguir valorando la experiencia, y muchas y muchos de ellos decían el impacto que tuvo y que todavía lo estamos intentando ver y delinear en las trayectorias de nuestros estudiantes y también en las trayectorias docentes, porque fue una experiencia muy, muy rica de conversación entre colegas, de diálogo y de escucha. Quien fue referente en nuestro instituto es la profesora Andrea González, así que ella va a compartir algunas cuestiones más puntuales y específicas. Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrea, referente institucional del proyecto de autoras y autores en el Instituto 16 de Saladillo. Bueno, y recuperando esta experiencia del año 2020 que comentaba Verónica, este año tomamos la decisión de poner en marcha el proyecto ya la primera semana del taller inicial. En esta instancia hubo un video que fue clave, que fue el video de Andrea Lió, Volver a la escuela, apuntes sobre la biografía escolar, y fue fundamental porque nos permitió encontrar en las autobiografías un eje que nos permitió articular y dar sentido a cada uno de los encuentros del taller. Además, después, durante el taller, fuimos incorporando otros videos, los pusimos en diálogo y nos permitieron recuperar diferentes aspectos de las autobiografías. Por ejemplo, apuntes para pensarnos en el vínculo educativo de Perla Selmanovich, el video de Graciela Morgade, para reflexionar sobre las diferentes experiencias vinculadas con la ESI que nuestros estudiantes vivenciaron en sus trayectorias escolares y educativas. Y bueno, y después, al finalizar el taller, se concretó en el primer año de todas las carreras la organización de la enseñanza por campos, y en este momento el proyecto volvió a ser clave porque nos permitió identificar ejes temáticos, preguntas, problemas que dieron sentido a las propuestas de trabajo integradas. En el campo de la formación general, por ejemplo, el video de Pablo Pinó, con la pregunta ¿por qué triunfó la escuela?, nos permitió volver a mirar la escuela, problematizarla, pensarla como una construcción producto de un momento histórico específico. Y bueno, actualmente seguimos trabajando, seguimos profundizando esta propuesta con los nuevos videos que van llegando y que nos permiten pensar en los sentidos del ser docente y de la escuela en este tiempo. Bueno, y para cerrar, destacar que el desafío de trabajar por campos, la riqueza de las reflexiones que posibilitó cada video, nos permitió mucho fortalecer nuestras prácticas y sobre todo tender puentes con las y los estudiantes, con las y los docentes,
y bueno, y con las autoras y autores que siempre nos acompañaron desde sus textos, pero que estos 2 años los sentimos mucho más cerca que nunca, con cada palabra y con cada gesto que nos dedicaron. Así que en nombre de la comunidad educativa del Instituto 16, muchísimas gracias, y bueno, y esperamos seguir formando parte de estas conversaciones pedagógicas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy una de las referentes del Instituto 11 de Lanús, Silvina Campero. Comienzo a contarles que el trabajo fue realizado en 2 profesorados de nuestro instituto, en primaria y en ciencias políticas. En el profesorado de primaria, dentro del campo de la formación general en pedagogía, les propusimos al grupo de estudiantes trabajar con la propuesta de Pablo Pinó. La verdad es que estos docentes en formación se han entusiasmado mucho porque el material que está en la plataforma es un video que presenta la precuela de su texto ¿Por qué triunfa la escuela? Es un texto que leemos en pedagogía y en el video Pinó comenta cuáles fueron las preguntas que se hizo previamente, antes de escribirlo. Bueno, a partir de un interrogante sugerido en la ficha pedagógica, me propuse reflexionar cómo la escuela permite abrir espacios de participación, de inclusión, frente a tantas cuestiones que en general se presentan entre las y los estudiantes de primer año sobre la demanda de una escuela que se ocupe de atender y de contener a estudiantes con diversas problemáticas. La pregunta está orientada a pensar cómo construir espacios comunes ante la diversidad y cómo promover la participación en la escuela. La verdad es que no le fue sencilla la participación al comienzo, pero sí fue muy estimulante porque hubo un intercambio para reelaborar sus intervenciones. Por ejemplo, una de sus primeras respuestas hacía referencia a un cotidiano, pero no estaban ancladas teóricamente. Entonces se propone volver al autor y preguntarnos, por ejemplo, si podemos pensar que algunas de las hipótesis que plantea son constructoras de espacios comunes. Las hipótesis o tesis que plantea el autor son la tesis evolutiva, la tesis que forma el sujeto político, bueno, incluso pensar la escuela como conquista social. Ahí sí lograron aproximarse más al diálogo con las ideas del autor. Lo interesante es esa cercanía entre un texto relativamente complejo, las y los estudiantes o docentes en formación, y la presencia y la voz del autor. También en ciencias políticas se trabajó con este mismo autor, desde el campo de la práctica. En este caso, la consigna se orientó a reflexionar sobre la escuela como institución de la modernidad, a partir de una pregunta que aparenta ser tan sencilla como ¿qué es una escuela? En este caso también las y los docentes en formación han participado con mucho compromiso, compartiendo algunas de las hipótesis o tesis recién referidas, ante la pregunta ¿por qué triunfó la escuela? El grupo de estudiantes ha expuesto también sus propias ideas. Hay quienes afirmaron que la escuela no triunfó porque mucha gente no quiere estudiar o lo hace por obligación, y hay quienes plantearon cuestionamientos frente a las deudas de la escuela. Por último, esbozan diversos interrogantes para continuar este diálogo pedagógico con el autor, muchos de ellos vinculados al contexto de pandemia, y otras preguntas más desafiantes refieren a pensar un cambio del sistema educativo que no siga la línea hegemónica. Bueno, le doy la palabra a la profesora Clara Giannacone. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como dijo Silvina, mi nombre es Clara Giannacone, también soy docente referente del proyecto en el Instituto 11 de Lanús. Y bueno, para nosotros sí, abordar este proyecto resultó ser una experiencia muy enriquecedora, ya que nos permitió establecer vinculaciones entre el marco teórico epistemológico de la disciplina, ¿sí? Yo enseño geografía política, y la realidad que viven los propios estudiantes, ¿sí? Como ustedes saben, el instituto se encuentra ubicado en el conurbano, ¿sí? Y allí existen grupos sociales que son muy heterogéneos, ¿sí? Realidades socioeconómicas muy diversas. Y eso puede llevar a propiciar a la aparición de conflictos o ciertas problemáticas. Justamente ese fue el punto de partida que tomamos para trabajar con un apunte y el video de Raquel Gurevich, ¿sí? Los estudiantes para ello debían seleccionar una problemática dentro de la comunidad en la cual se encuentran insertos y abordarla a partir de categorías de trabajo que propone la autora en el video, como el espacio geográfico o la geografía de la cotidianeidad.
De esta forma, ¿sí? Respecto a esta problemática seleccionada, pudieron identificar actores sociales involucrados, intereses y acciones ejercidas por cada uno de ellos, relaciones de poder establecidas y transformaciones producidas, ¿sí? Cuestiones como el boom inmobiliario de la edificación en altura en zonas céntricas de Lomas de Zamora, o la provisión de servicios básicos en algunos barrios del partido de Lanús, por solo mencionar algunos ejemplos de las temáticas que se abordaron, permitieron poner en juego los sentimientos de identidad y pertenencia al territorio, al lugar que poseen los estudiantes, y eso sirvió de nexo para poder iniciar esa conversación pedagógico-reflexiva con lo que propone la autora en el video, ¿sí? Por parte de los estudiantes, como el trabajo se trataba de una realidad vivida por ellos, de una problemática a partir de la cual ellos se encuentran afectados, les permitió poder involucrarse, poder generar un compromiso con la tarea realizada, y por último, ¿sí? Como cierre o como conclusión, se logró un aprendizaje realmente significativo, ¿sí? En contexto virtual, ¿sí? de educación, y nos permitió sostener la trayectoria pedagógica, la trayectoria educativa de los estudiantes de primer año en este contexto tan difícil. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Clara. Bueno, muchas gracias al 16 de Saladillo y al 11 de Lanús, representado por ustedes cuatro. Interesante, muy interesante lo que trajeron, mucho para seguir pensando. Bueno, y para que nos ayude a seguir pensando, cerramos este encuentro con lo que grabó Philippe Mérieux para nuestras y nuestros estudiantes bonaerenses de formación docente. Más allá de que es un video que, por supuesto, puede ser visto, pensado, disfrutado, discutido desde cualquier otro punto de la Argentina. En el intercambio, perdón, en el intercambio con, bueno, Philippe Mérieux es, diría, básicamente un gran profesor. Así se define a sí mismo, ¿no? Como profesor y pedagogo, que tiene un larguísimo trayecto alrededor de la pedagogía, las escuelas, la universidad, siempre con una pertenencia a cada uno de esos lugares, así como algunos lugares muy importantes, particularmente en Francia, de gestión. Dirigió un canal educativo, dirigió un instituto de formación docente, dirigió el Instituto de Investigaciones Pedagógicas de Francia. Bueno, es conocido por eso, por sus libros, por sus aportes. No voy a contar su currículum. Sí quiero decir que la conversación con Philippe Mérieux acerca de qué hablar, sobre qué filmar, conversación que hemos tenido con cada una y cada uno de los autores, ¿no? No fue un comando express que uno hace por correo ni compra online, sino que fueron siempre intercambios para poder definir sobre qué tema hablar. En el caso de la conversación con Philippe Mérieux, el acuerdo al que finalmente llegamos era una pregunta, que es una pregunta que yo creo es muy relevante para nuestra formación docente, que es algo así como, ¿por qué un futuro docente tiene que formarse en pedagogía? ¿Qué le dice la pedagogía a una futura enseñante? Bueno, alrededor de eso es que nos va a hablar Philippe Mérieux en los 25 minutos que siguen. Lo escuchamos. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de me retrouver avec vous pour réfléchir ensemble sur la question « Qu'est-ce que la pédagogie peut apporter à une enseignante ou à un enseignant aujourd'hui ?»
Alors en introduction, peut-être pouvons-nous rappeler l'origine du pédagogue. Dans la Grèce antique, le pédagogue, ça n'est pas le précepteur, ça n'est pas celui qui enseigne à proprement parler les mathématiques ou la natation. Le pédagogue, c'est celui qui accompagne l'enfant chez le précepteur. Dans les familles aisées, le pédagogue est un esclave, en général un esclave instruit ou qui va s'instruire, à qui l'on confie une charge particulièrement importante qui est de veiller sur la nature des enseignements que l'enfant va recevoir. Et le pédagogue, sur le chemin de ces enseignements, va donc parler avec l'enfant, l'interroger sur ce qu'il veut apprendre, sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il a retenu, et sur la manière dont ces apprentissages ont été ou non déterminants sur son développement. Qui l'on confie une charge particulièrement importante qui est de veiller sur la nature des enseignements que l'enfant va recevoir. Et le pédagogue, sur le chemin de ces enseignements, va donc parler avec l'enfant, l'interroger sur ce qu'il veut apprendre, sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il a retenu, et sur la manière dont ces apprentissages ont été ou non déterminants sur son développement. Alors on pourrait, à partir de cette origine, en déduire au moins une première conclusion provisoire, c'est que dans la pédagogie, l'accompagnement est quelque chose de fondamental. On accompagne un être, on accompagne le développement d'un sujet, on l'accompagne vers des connaissances qu'il va s'approprier, on l'accompagne pour qu'il devienne un adulte, pour qu'il devienne un être émancipé dans un collectif solidaire. Alors, après cette petite introduction, je voudrais structurer mes propos en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre plus en profondeur ce que c'est que la pédagogie, ce que c'est que l'histoire de la pédagogie, pour comprendre ce que peut nous apporter la pédagogie. Et puis, dans un second temps, nous réfléchirons à ce que la pédagogie peut nous apporter très précisément dans deux domaines, dans le domaine de ce que j'appelle la fonction critique, une fonction théorique, et puis dans le domaine très concret, pour nous aider à faire face à nos difficultés quotidiennes dans nos classes. Alors, première série de remarques, elles sont essentiellement terminologiques, et elles vont se regrouper en trois parties. D'abord, je vais me demander avec vous qu'est-ce qu'un pédagogue, mais un pédagogue aujourd'hui, pas un pédagogue dans l'Antiquité. Ensuite, je vais me demander avec vous qu'est-ce que l'entreprise pédagogique. Et puis, nous irons un tout petit peu plus loin et nous nous demanderons qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un pédagogue ? Comment définir un pédagogue ? Un pédagogue comme Pestalozzi, un pédagogue comme Paulo Freire et un pédagogue comme Célestin Freinet, un pédagogue ou une pédagogue comme Maria Montessori par exemple. Eh bien, tous les chercheurs sont à peu près d'accord pour dire que ce qui caractérise le pédagogue, c'est que ça n'est pas simplement un théoricien de l'éducation, c'est un théoricien praticien. C'est quelqu'un qui certes manipule de la théorie, mais qui est confronté à des enfants concrets et qui tente, avec ces enfants concrets, de mettre en application ces théories. Et c'est quelqu'un qui vit dans cette difficulté de la mise en œuvre de principes éducatifs et qui vit de la confrontation permanente d'exigences théoriques avec les résistances concrètes auxquelles il a à faire face. Alors oui, à cet égard, on peut dire que Jean-Jacques Rousseau n'est pas un pédagogue. C'est un remarquable philosophe de l'éducation, comme Emmanuel Kant, comme bien d'autres, mais ce ne sont pas des pédagogues. Le pédagogue, il va se caractériser par le fait que sa théorie est en permanence en interaction avec ses pratiques, qu'il enrichit sa théorie par ses pratiques et qu'il enrichit ses pratiques par sa théorie. C'est en ce sens que nous sommes, nous autres enseignantes et enseignants, des pédagogues, parce que nous sommes à la fois des gens qui devons avoir une théorie de l'éducation, mais aussi des gens qui, au quotidien,
la mettons en pratique. Alors voilà pour le pédagogue. Maintenant, on pourrait dire qu'est-ce que l'entreprise pédagogique? Alors j'ai étudié pour ma part, ça a été une grande partie de mon travail de recherche, les discours des grandes figures de la pédagogie. Et il m'a semblé que leur entreprise pouvait être comprise dès lors qu'on faisait émerger chez ces grandes figures deux principes constitutifs. Le premier principe qui me paraît caractériser les pédagogues, c'est le principe de l'éducabilité de chacun et de chacune. L'éducabilité. On fait le pari, et c'est un pari, que chacune et chacun est éducable, qu'il peut apprendre et qu'il peut grandir. C'est un pari, ça n'est pas une connaissance scientifique, c'est un pari sur l'humain. C'est un pari sur le fait que le savoir est partageable par toutes et tous, sans exclusive ni exclusion. C'est un pari qui nous fait tenir debout, qui nous fait chercher des moyens pour y parvenir. C'est un pari qui fait notre identité. Mais si on pousse jusqu'au bout ce principe, on peut en venir à de dangereuses dérives. En effet, au nom du principe de l'éducabilité, et parce qu'on fait le pari que chacun est éducable, eh bien, on pourrait utiliser des moyens qui ne seraient pas parfaitement conformes avec le respect de l'humain. On pourrait, par exemple, utiliser des moyens qui confinent au dressage ou à la manipulation. Et on sait bien qu'un certain nombre de pédagogues ont pu basculer dans cette dérive. Les ouvrages de science-fiction nous montrent des sociétés totalitaires dans lesquelles l'éducation, c'est de la manipulation et du dressage. Or, le pédagogue ne peut pas se résigner à cela, parce que le pédagogue transmet, il fait l'hypothèse qu'il faut transmettre le savoir à toutes et à tous, mais il fait l'hypothèse aussi que ce savoir doit être approprié par chacune et par chacun. Il fait l'hypothèse que ce savoir n'aurait pas de valeur si l'individu ne s'était pas lui-même projeté dans l'acte d'apprentissage, n'avait pas métabolisé ses savoirs pour les faire siens, si le sujet n'avait pas profondément intégré ses savoirs, s'il ne s'était pas lui-même et librement investi. Alors, on a là deux principes qui ne sont pas faciles à rendre compatibles. On a un principe qui dit chacune et chacun est éducable. Voilà, et il faut tout faire pour l'éduquer. Et on a un autre principe qui nous dit oui, mais attention, chacune et chacun va apprendre, mais il va décider d'apprendre. Et lui seul, elle seule, peut décider d'apprendre. Je ne peux pas apprendre à sa place, ou alors ce serait des réflexes conditionnés. Alors, comment faire en sorte de rendre compatible le principe d'éducabilité et le principe de liberté? Eh bien, c'est Jean-Jacques Rousseau qui, dans les 1000, nous ouvre la porte vers cela. Jean-Jacques Rousseau qui nous dit « Jeune instituteur, jeune institutrice, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. » Tout faire en ne faisant rien. Pourquoi tout faire? Parce qu'on n'a jamais fini d'imaginer des situations qui soient stimulantes, qui soient riches, qui soient des situations qui apportent à l'enfant, qui apportent à l'élève, qui apportent au jeune adulte des outils pour apprendre. Mais tout faire en ne faisant rien parce que je crée les situations, mais je ne dois pas apprendre à la place de l'autre. Je dois me retirer d'une certaine manière, exercer ma retenue pour que ce soit l'autre qui s'engage dans l'apprentissage, qui s'engage lui-même librement et que cet engagement lui permette de s'approprier des savoirs et de conquérir un peu plus d'autonomie, de devenir un peu plus émancipé. Tout faire en ne faisant rien. Voilà quelque chose de très exigeant. Voilà quelque chose qui nous renvoie à la nature même de l'entreprise pédagogique, organiser des situations qui sont toujours des situations plus ou moins contraintes, mais des situations qui permettent à ceux à qui elles s'adressent de développer leur liberté et de s'investir. Utiliser les contraintes pour favoriser l'émergence de la liberté. Voilà le paradoxe et voilà la grandeur de l'activité pédagogique. Alors maintenant, à partir de là, demandons-nous qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique? Qu'est-ce qu'une doctrine pédagogique?
Eh bien, si l'on regarde les doctrines pédagogiques, ou plus largement les doctrines éducatives qui existent dans l'histoire ou qui se développent aujourd'hui, on s'aperçoit que ces doctrines comportent toujours 3 dimensions. La première dimension, et elle est parfois un peu oubliée, c'est la dimension des finalités. Dans toute doctrine pédagogique, il y a une représentation du type d'individu, du type d'humain que l'on veut former et du type de société dans lequel on veut qu'il s'intègre. Il y a toujours cette question, quel enfant, pour quel avenir, pour quel monde? Et si cette question n'est pas posée d'une manière claire, précise, elle est néanmoins toujours présente et nous avons toujours à la débusquer. Et puis il y a une deuxième dimension dans une doctrine pédagogique, c'est celle des connaissances. Une doctrine pédagogique ne peut pas exister en apesanteur, elle s'appuie sur des connaissances précises, qui sont des connaissances qui nous permettent de comprendre comment un enfant apprend, comment il se développe, quels sont les mécanismes intellectuels qui sont à l'œuvre dans son apprentissage, quelles sont aussi les influences sociologiques qui contribuent à son développement, qui parfois sont des obstacles à son développement, quels sont les outils que l'on peut mettre à sa disposition. C'est la raison pour laquelle le pédagogue a besoin de puiser des connaissances dans un certain nombre de sciences, dans la psychologie, dans toutes les psychologies, dans la psychologie cognitive, dans la psychologie culturelle, dans la psychologie clinique. Il a besoin de savoir un certain nombre de choses sur ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Il a besoin de savoir en quoi certains enfants ont des déterminations sociologiques qui les amènent à agir plutôt de cette manière que d'une autre. Il a besoin de ces connaissances-là, de même qu'il a besoin de connaissances didactiques. Il a besoin de connaître les savoirs qu'il doit enseigner, de connaître l'histoire de ces savoirs, de connaître les obstacles qui ont eu lieu dans la construction de ces savoirs, les obstacles qui sont apparus dans la construction de ces savoirs, parce qu'à partir de la connaissance de ces obstacles, eh bien, il connaîtra la manière dont les élèves peuvent résister plus ou moins à l'enseignement qu'il leur donne. Donc il y a des finalités, il y a des connaissances et il y a des pratiques. Les pratiques, c'est les méthodes, les pratiques, c'est les institutions. La classe est une institution qui n'est pas éternelle. Il y a des systèmes éducatifs anciens et encore quelques-uns aujourd'hui qui fonctionnent sans la classe. Les manuels scolaires, les exercices, tout cela, ce sont des méthodes particulières, des méthodes que l'on mobilise et que l'on met au service de finalités en s'appuyant sur des connaissances. Alors si je récapitule, eh bien, on arrive à cette idée qu'une doctrine pédagogique comprend toujours 3 choses, des valeurs qui renvoient à des finalités, des connaissances qui renvoient à des sciences et des pratiques qui renvoient à des méthodes. Et ce qui fait l'unité d'une doctrine, eh bien, c'est la cohérence entre ces 3 domaines. Alors c'est compliqué parce que ces 3 domaines sont hétérogènes. Les valeurs relèvent de la philosophie, les connaissances relèvent de la recherche positive, les méthodes relèvent d'une recherche plus pragmatique, plus empirique, mais les 3 doivent faire quelque chose de cohérent. Et je crois que nous avons besoin, nous autres enseignants, de penser toujours ces 3 dimensions ensemble. Et je dirais en particulier aujourd'hui. Pourquoi en particulier aujourd'hui ? Parce que nous vivons dans un moment où on aurait tendance à penser que les sciences à elles seules peuvent fonder la pédagogie. Mais non, les sciences ne peuvent pas fonder la pédagogie parce que les sciences présupposent une idée de l'enfant et de l'homme et de la société. Alors elles ne nous le disent pas, évidemment, ou elles ne nous le disent qu'à mots couverts, mais elle est là, cette idée de l'homme et de la société. Et le scientisme, quand il prétend nous dicter nos comportements pédagogiques, il le fait en ayant un arrière-fond, une idéologie que nous devons identifier et débusquer. Et il nous faut avoir cette lucidité. Et cette lucidité, je crois que tout enseignant a le devoir de l'acquérir. Tout enseignant a le devoir de comprendre comment ce qu'il fait au quotidien s'inspire de principes qui vont former un certain type d'humain
en même temps s'appuie sur des connaissances cohérentes avec ses principes et met en œuvre des pratiques qui sont elles aussi en phase avec ses principes et avec les connaissances. Alors, voilà pour ces quelques précisions terminologiques et je crois qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir rentrer dans la deuxième partie de ces remarques sur ce que concrètement la pédagogie peut apporter à l'enseignant qui se trouve face à une classe aujourd'hui. Alors d'abord, et évidemment, nous venons de le découvrir, c'est sa fonction critique. L'enseignant doit être lucide sur ce qu'il fait. L'enseignant doit être un concepteur, doit être un acteur social, doit être quelqu'un qui comprend ce que la société lui demande de faire et qui le fait en ayant conscience des enjeux dans lesquels il est situé. La pédagogie a à cet égard une fonction critique absolument essentielle. Elle nous permet à nous autres enseignants de ne pas être de simples marionnettes manipulées par des pouvoirs politiques ou par des lobbies scientifiques ou par des modes idéologiques. Elle nous permet de comprendre ce que nous faisons, d'être au clair avec nous-mêmes et de savoir vers où nous allons, qui nous formons et comment nous formons. Mais au-delà de cela, la fonction de la pédagogie, c'est de nous aider à prendre des décisions et à prendre les bonnes décisions. Une classe, c'est un espace où l'on prend une multitude de décisions. À chaque instant, on prend des décisions. Je décide d'interroger tel élève, de m'appuyer sur tel exemple, de préciser ma pensée de telle manière, d'aller écrire au tableau à tel moment, de demander aux élèves de faire tel exercice à tel autre moment. Je prends une multitude de décisions. Alors, ça peut être des décisions routinières que nous avons en quelque sorte intériorisées. Ça peut être aussi des décisions sur le moment face à des situations difficiles, des situations de crise, par exemple. Et il faut apprendre à prendre les bonnes décisions. Parce que quand on regarde un enseignant acteur dans sa classe, on s'aperçoit qu'une décision parfois apparemment insignifiante peut faire basculer complètement la classe d'un côté ou d'un autre, peut amener la classe à comprendre, à se mobiliser vers des savoirs, à adhérer à un propos, à un discours, ou bien au contraire, peut bloquer la classe, la mettre dans une situation de refus, de rejet et engendrer de l'échec. Oui, apprendre à prendre les bonnes décisions. Alors, comment on apprend à prendre les bonnes décisions? En se formant un jugement. Et comment on se forme un jugement? Eh bien, on se forme un jugement en allant regarder ceux qui ont agi. Ces pédagogues qui, précisément, se sont confrontés à des élèves compliqués, à des élèves qui ne voulaient pas apprendre. Et on regarde comment ils ont fait, eux, pour analyser la situation, identifier des hypothèses de solutions, choisir des solutions, éventuellement réguler leur travail en fonction de l'observation de leurs résultats. Oui, ça c'est très important. C'est la raison pour laquelle étudier Freinet, étudier Korczak, étudier Paulo Freire, et étudier John Dewey, étudier tous ces gens, ça n'est pas simplement visiter le passé, c'est aller se mettre en quelque sorte dans leur peau pour vivre à travers eux les décisions, la nécessité et l'urgence et l'impératif des prises de décision en mesurant à la fois les enjeux et en identifiant les hypothèses avant de faire les bons choix. Mesurer les enjeux, identifier les hypothèses, faire les bons choix. Mesurer les enjeux. Qu'est-ce qui se passe dans une classe? Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils bloquent là-dessus? Pourquoi tout d'un coup, il y a un phénomène de bouc émissaire qui se met en place? Pourquoi quand je mets en place un travail de groupe, il y a un leader qui va accaparer tout le travail et les autres vont simplement être des exécutants ou des chômeurs? Pourquoi? Il faut comprendre cela. Il faut avoir des modèles qui permettent de comprendre cela, de voir les enjeux qu'il y a au quotidien dans la classe. Voir les enjeux, en général, pour ma part, je le décrit en montrant que ces enjeux peuvent être compris à travers un certain nombre
de tensions fondamentales. Alors, parmi ces tensions fondamentales, eh bien, j'en identifie un certain nombre. Par exemple, une tension fondamentale pour moi, c'est la tension entre la finalisation des activités et la formalisation des acquisitions. Finaliser les activités, c'est allez, on fait un tableau, on fait un panneau, allez, on sort, on fait une enquête. Oui, tout ça, ça mobilise les élèves. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Il faut bien sûr finaliser l'activité, mais il faut aussi formaliser les acquis. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et les tâches ne sont pas les objectifs. La tâche auxquelles les élèves vont se livrer, qu'ils vont faire, n'est pas l'objectif qu'ils doivent atteindre. Parce que, d'ailleurs, une fois que la tâche sera terminée, eh bien, ils vont l'oublier. Alors que l'objectif, ils doivent l'intérioriser et l'avoir en tête. Et ça fait partie d'eux-mêmes. À partir d'un certain moment, c'est totalement eux-mêmes qui ont atteint l'objectif et ça fait partie de leur personnalité. Donc, il y a là un travail qui est un travail très compliqué et en même temps très essentiel à faire dans le quotidien de l'école, qui consiste à aller vers la finalisation quand on sent que les élèves ont besoin d'être motivés, d'être mobilisés. Et puis, à certains moments, à dire « Ah là, on arrête, on formalise. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas ?» Et puis là, on formalise, on explique, on définit, on structure. Mais quand on structure trop, eh bien, on perd le sens. Alors à ce moment-là, il faut redéplacer le curseur et aller vers la finalisation. Finalisation, formalisation. Mais il y a d'autres tensions, bien sûr. Il y a une autre tension que vous connaissez bien, qui est une tension à laquelle vous êtes tous confrontés, qui est la tension entre la préparation, entre la programmation et entre l'attention à l'événement. Quand vous êtes enseignant, vous préparez, vous programmez, vous organisez votre travail. Et en même temps, il se passe des choses, il arrive des choses que vous n'avez pas prévues, que vous n'avez pas organisées. Alors il faut savoir suspendre la programmation pour faire place à l'événement imprévu. Mais il faut aussi à certains moments reprendre la programmation. Parce que si on ne reprend pas la programmation, eh bien on part dans des chemins de traverse qui n'ont pas nécessairement d'aboutissement. On pourrait multiplier les tensions. Il y en a une qui est évidemment très importante entre l'attention aux individus singuliers, l'individualisation nécessaire, mais aussi l'attention au collectif, la construction du collectif qui doit partager les mêmes savoirs. Alors oui, il faut à certains moments être attentif aux individus, mais si l'attention aux individus détruit le collectif, eh bien, il faut redéplacer le curseur vers le collectif et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples de cela et on pourrait montrer à quel point il est nécessaire pour un enseignant d'être conscient de ces enjeux, de comprendre les tensions qui traversent l'entreprise éducative, parce que c'est la compréhension de ces tensions qui permet à l'enseignant d'agir, d'ajuster son comportement. Alors, ce comportement, eh bien, il va s'exprimer à travers des hypothèses. Et voilà, et ces hypothèses, eh bien, on les trouve chez les pédagogues. Bien sûr, vous pourrez en imaginer des hypothèses, mais des hypothèses telles que les ont formulées Makarenko, telles que les ont formulées des gens comme Itard, etc. Ce sont des hypothèses qui sont toujours, pour une certaine partie, valables aujourd'hui. Et l'histoire de la pédagogie, c'est un réservoir fantastique d'hypothèses. C'est un réservoir fantastique de propositions, et de propositions dans lesquelles nous pouvons puiser pour prendre des décisions, non pas pour appliquer mécaniquement ces propositions, mais pour prendre des décisions. Alors, à partir de ce qu'on a analysé, à partir de sa mémoire pédagogique, c'est-à-dire de tout ce que l'on a travaillé, de toutes ces méthodes, de toutes ces hypothèses que l'on a rencontrées à travers les grandes figures de la pédagogie, eh bien, on va chercher là-dedans, dans cette panoplie-là, ce qui correspond à un moment donné à ce qui va me permettre d'agir pour faire de ma classe un écosystème apprenant solidaire. Voilà à quoi, je crois, sert la pédagogie, et vous voyez qu'elle est vraiment au cœur d'un acteur, au cœur
d'une action qui est une action lucide, une action réfléchie, une action qui se veut aussi une action efficace. Pas efficace au sens où elle serait mesurable toujours à travers des tests standardisés, mais efficace au sens où elle se veut émancipatrice, elle se veut capable de promouvoir une société plus solidaire, elle se veut capable de former des sujets pour cette société plus solidaire. Alors, la pédagogie, oui, elle est indispensable, elle est nécessaire pour enseigner, et sans pédagogie, on est un robot, on est une machine, un ordinateur. Un ordinateur n'enseigne pas, un ordinateur tout au plus permet à un enfant de faire des exercices, mais encore faut-il que quelqu'un ait programmé l'ordinateur, encore faut-il que quelqu'un ait décidé l'enfant à effectuer tel ou tel programme sur l'ordinateur. Non, l'enseignant n'est pas une machine, l'élève n'est pas une machine. La rencontre entre l'enseignant et l'élève est une rencontre qui est toujours à inventer. C'est une rencontre qui est toujours chargée d'imprévus. C'est une rencontre qui ne peut pas être l'objet de protocoles standardisés, systématiques. C'est une rencontre qui fait appel à des décisions lucides, à une pensée critique, à une inventivité informée. Soyez inventif à partir de tout ce que la pédagogie vous apporte, inventif et lucide, et je crois que vous serez d'excellents pédagogues. Voilà, merci de votre attention. Yo vi este video ya varias veces, da para verlo varias veces. Sabemos que algunas y algunos colegas tuvieron dificultades por el tamaño de la letra, pedimos disculpas, sin duda esto va a ser resuelto. Quisiera quedarme con las últimas palabras de Philippe Mérieux, invitarlas a que lo escuchen nuevamente, porque aunque es muy coloquial, es muy denso lo que dice, en sentido muy profundo. Él dice, la pedagogía es indispensable en la formación de las y los docentes, porque la tarea de enseñar, él dice, consiste en la toma de decisiones. No todas las situaciones las podemos prever y no hay ninguna programación completa que vamos a poder realizar de modo completo, sino que por el contrario tenemos que tener disponibles las herramientas para la inventiva, para la improvisación, él dice para una imaginación informada. Y en ese sentido, la pedagogía y los grandes pedagogos a los que él no deja de recurrir, desde Paulo Freire hasta Makarenko, los grandes pedagogos, esas inventivas que hicieron historia en la pedagogía, también nos ayudan a poder pensar las situaciones específicas en las que tenemos que trabajar. En ese sentido, él confía y plantea, creo que es una de las ideas claves de Philippe Mérieux, la educabilidad, es decir, la confianza en que todas y todos pueden aprender. En algún lado dice, si algún estudiante no aprendió, es que tengo que preguntarme de nuevo cómo tengo que enseñarle, qué otra cosa tengo que buscar para enseñarle. Esa confianza en la educabilidad de todas y de todos requiere de muchos saberes de quienes estamos a cargo de la formación, de saberes que nos alimenten en esa toma de decisiones que se definen en cada situación, en cada aula, en cada territorio. Así sea para salir de la planificación, porque la situación lo exige, y volver mejor a ella. Entonces, bueno, Philippe Mérieux tiene, me parece, una serie de ideas muy ricas para pensar la presencia de la pedagogía en la formación docente, y diría
en el trabajo de enseñar, es decir, no solo en la formación docente inicial. Las y los invitamos a volver a verlo, a compartirlo con sus colegas, estudiantes, futuros colegas, y nos seguimos viendo para seguir conversando pedagógicamente para una escuela más justa y más feliz para todas y todos nuestros chicos, chicas, adolescentes y adultos. Gracias y hasta la próxima.